Alors ce soir, un rendez-vous copro, et ben c'est le. Alors je suis un peu décontractée parce que c'est le dernier de la saison, donc je suis un peu plus décontractée que d'habitude. C'est vrai que on a quand même fait pas mal de rendez-vous ensemble depuis le mois de septembre. Hein. Donc un rendez-vous par mois quand même, hein, donc ça commence à faire beaucoup. Et ce rendez-vous copro, c'est peut-être un peu celui normalement de la saison estivale où normalement il fait beau, il fait chaud et on se dit tiens, on va arroser les plantes, on va Remplir les piscines. Hein, qu'est-ce que tu dis? Remplir les piscines. Remplir les piscines. Alors bon, c'est vrai que l'eau est une denrée rare de nos jours. Hein. On a aussi des épisodes de grande sécheresse. Et puis on a un réchauffement climatique qui fait que tout est perturbé. Mais pour un rendez-vous copro sur l'eau, voilà, on a de la pluie, donc c'est déjà c'est autre chose, mais on a de l'eau aussi. Voilà, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Alors, gestion de l'eau en copropriété. Donc, vous savez que l'eau est comptée, elle est comptabilisée, elle est consommée. Mais il faut toujours que ça soit justifié. Et il faut aussi être raisonnable dans sa consommation. Donc, on a avec le temps mis en place des systèmes de comptage de l'eau. L'eau, elle est froide, parfois elle est chaude aussi, hein, parce qu'on l'utilise aussi pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire. Et puis aussi, elle va circuler hein, dans les radiateurs, dans les tuyaux, un peu partout, dans les canalisations. Et parfois, comme vous le savez tous, il y a des sinistres dans les copropriétés du fait que il y a des ruptures ici ou là de joints, de tuyaux qui font que l'eau s'échappe et donc on a des pertes d'eau et on a surtout des consommations excessives et des dépenses aussi qui sont qu'on ne maîtrise plus. Donc ça c'est très important. C'est important pour faire des économies et c'est important pour tout ce qui tous les équipements de la copropriété qui utilisent l'eau. Voilà. Alors ce soir, moi je sais que beaucoup me connaissent déjà. Donc je suis journaliste, je suis la fondatrice de monimmeuble.com. J'anime ces conférences, ces débats et je rédige tous les articles que vous trouvez dans les pages de monimmeuble.com. Et je suis accompagnée ce soir de Gladys Lecomte. Alors Gladys, elle est là tout le long de ce rendez-vous aussi pour répondre à vos questions dans le chat. Alors pas forcément sur des sujets juridiques et techniques, hein, donc on a nos intervenants qui sont là pour ça, mais pour répondre à tous vos besoins et vos demandes aussi sur monimmeuble.com, sur nos abonnements. Donc on verra ça après. Et voilà. Et puis aussi pour vous mettre des liens. Et lancer les sondages, Gladys. Tu pourras aussi lancer Oui, quelques sondages également. ce soir. Voilà. Donc, alors on a prévu deux intervenants qui sont des professionnels expérimentés d'entreprises reconnues sur le marché de la copropriété et qui sont aussi, et on est bien heureux pour ça, nos partenaires. Donc, ils peuvent vous accompagner dans vos copropriétés, sachez-le. Donc on a Stéphane Giacomoni qui sera là tout à l'heure et qui est directeur commercial de la société Multimat Comptage, comme son nom l'indique, une société qui fait du comptage individuel d'eau et de frais et de chauffage. Et on a Fabrice Del Molino qui est là également, voilà, qui est le premier qui va intervenir et qui est gérant de la société SPC, donc qui est une société de plomberie et de couverture et qui fait qui intervient très très régulièrement, voire tous les jours, toute l'année dans des immeubles en copropriété. Et il nous expliquera un petit peu quel est son rôle et il vous donnera aussi des conseils éclairés pour bien gérer vos copropriétés. Alors ensuite,
On a une petite introduction sur monimmeuble.com. Ah bon, d'abord le sujet de ce soir, ça on en a déjà parlé, donc on ça en a déjà parlé, oui. On peut passer. Et voilà, ça c'est Gladys qui va vous expliquer tout ça. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un média indépendant dans le domaine de l'immobilier et surtout de la copropriété. Donc, on existe depuis 2001. On a plus de 5000 articles sur le site. Qui sont tous sur des sujets divers et variés, et on fait également depuis quelques temps des guides très précis sur les sujets de la copropriété. Donc je vous remettrai quelques liens dans le chat après. On a plus de 4000 membres qui nous suivent, et puis on organise des webinaires comme ce soir, mais aussi des événements en physique, et on est sur différents salons, journées, etc. Donc ça fait à peu près une quarantaine de rencontres par an avec les abonnés, avec les partenaires, voilà. Justement, en parlant de partenaires, on a à peu près 48 partenaires à ce jour, et on a alors 400, je pense que c'est même un peu plus maintenant, vidéos sur YouTube. Forcément, à chaque fois qu'on fait un webinaire comme ça, ça augmente le nombre de vidéos. Et donc les rendez-vous copro comme ce soir sont tous disponibles en direct et pour tout le monde sur YouTube. Pour ce qui est des ateliers juridiques et compta, les replays sont disponibles, mais uniquement pour nos abonnés. Voilà, donc vous retrouvez tous ces replays rendez-vous copro dans notre chaîne YouTube, comme l'a dit Gladys, et aussi dans les pages de monimmeuble.com. Également. Donc pour justement, si vous souhaitez aussi avoir les replays des ateliers juridiques et compta, puisque là on a fait tous ceux de l'année, donc il y en a une bonne dizaine, même une douzaine à visionner. Donc si vous voulez visionner ça pendant l'été tranquillement, n'hésitez pas à vous abonner au Club Ami Plus. Voilà, l'abonnement est de 57 € pour une année, et en plus de tous les replays, vous allez aussi avoir des consultations juridiques trimestrielle, une permanence juridique hebdomadaire, et un nombre important aussi de contenus supplémentaires dans un espace membre. Voilà. Alors, donc comme le disait Isabelle, c'est le dernier de l'année pour les webinaires, de l'année scolaire, on entend. Donc tout ce qui est atelier juridique, atelier compta et rendez-vous copro reviendront à la rentrée. Donc le planning est en préparation. On va très prochainement vous envoyer un petit sondage aussi pour avoir votre avis sur les sujets qui vous intéressent le plus, et puis que vous puissiez aussi nous donner d'autres idées de sujets, parce on pense pas forcément à tout. Donc voilà, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez absolument voir, vous pouvez déjà tout d'abord me les envoyer dans le chat si vous avez déjà des idées, et puis sinon vous recevrez le sondage pour tous ceux qui sont abonnés à nos informations. Vous recevrez un mail pour donner votre avis. Alors on a besoin de votre avis pour les sujets atelier compta, atelier juridique et rendez-vous copro. Donc vous pouvez, voilà, si vous avez des idées, effectivement, mettre ça directement dans le chat, et vous dites atelier compta, atelier juridique, rendez-vous copro avec vos sujets, et on vous fera voter après. Hein, voilà, on vous permettra aussi de donner vos idées, mais après il y aura aussi une liste et un vote définitif des sujets qu'on aura retenus. Voilà. Donc on a aussi depuis quelques mois maintenant, on vous propose, si vous avez besoin si vous avez un projet, ou si vous avez une problématique ou des travaux à faire dans votre copropriété, on vous propose de remplir un formulaire. Donc je remettrai le lien aussi dans le chat. Vous avez juste à décrire un peu vos besoins, éventuellement nous dire quelques informations sur votre copro, et puis surtout bien détailler quel est votre problème, ou si ça peut être un projet long terme aussi. Et puis nous après on va voir si on a une entreprise partenaire qui peut correspondre et qui peut répondre à votre besoin. Et si c'est le cas, on vous met en relation en fait directement avec cette société. Voilà, donc vous aurez le lien aussi dans le chat.
Voilà, tout projet peut être intéressant, vraiment. Et puis même si on n'a pas forcément tout de suite la personne qui peut répondre à votre besoin, bah, on essaiera de la trouver. Exactement. Pour ce soir, donc les questions-réponses, bah, vous avez maintenant l'habitude, mais c'est dans Q&R. Il y aura des petits sondages et puis bah, vous pouvez aussi mettre des emojis si vous souhaitez envoyer vos réactions. Voilà, pour nous contacter, c'est comme d'habitude, un email, un numéro, et puis si vous voulez venir nous voir dans le 14e. Eh ben, on va pouvoir commencer. Hein, j'espère que vous êtes prêts. Donc, c'est parti. Alors, je vais prendre les petites questions que j'ai préparées. Donc, dans un premier temps, bah, je vais demander à Fabrice, Fabrice Del Molino de se présenter, bien entendu, hein, de nous éclairer un petit peu sur cette société SPC et puis aussi sa mission dans cette belle entreprise. Et puis après, on abordera des sujets beaucoup plus concrets hein, sur. On va démarrer très fort. Hein, on va démarrer directement après dans la maîtrise des fuites d'eau. Alors, Fabrice, voilà, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, Fabrice Del Molino, je suis gérant de la société SPC, Société de plomberie, couverture et assainissement. Nous sommes basés à Paris 12e. La société, elle, est active depuis maintenant quasiment 60 ans. Ça va faire 60 ans l'année prochaine. Nous intervenons uniquement quasiment pour les syndics de copropriété. Donc, nous sommes spécialistes dans les immeubles parisiens et petites couronnes. Voilà, les syndics de copropriété représentent à peu près 90 à 95% de notre clientèle majeure. Et nous sommes effectivement très actifs, on va dire, sur tout ce qui est recherche de fuite et réparation. Voilà, eh ben c'est justement le sujet qu'on va aborder ensemble. On a plusieurs aspects hein, de ton métier qui nous intéresse ce soir, mais le sujet vraiment qui revient, on va dire presque tout le temps hein, dans les copropriétés, c'est les fuites d'eau quoi. Les fuites d'eau, c'est vraiment une catastrophe. On s'en sort pas. On sort d'une fuite pour repartir sur une autre. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'on peut, à un moment donné, se dire, on va pouvoir anticiper éventuellement des fuites. Est-ce qu'on va pouvoir les détecter plus rapidement pour éviter qu'il y ait ces dégradations qui surviennent et que on s'en rende compte vraiment trop tard, quoi. Alors, les fuites d'eau, on va dire, on a tous en tête ce que c'est qu'une fuite d'eau et les conséquences que ça peut avoir. Malheureusement, dans la plupart des cas, les canalisations, les organes, les robinetteries sont cachés dans des coffrages, dans des planchers, dans des murs, on les voit pas. Et c'est au moment où malheureusement on a des infiltrations qui apparaissent, des grosses taches qui apparaissent, ou la plupart du temps, ou fuites plus importantes, des gouttes à gouttes qui apparaissent, qu'on se dit il y a une fuite quelque part. Et malheureusement, on va dire voilà, ça arrive et ça fait des dégâts quasiment énormes. Alors, prévoir les fuites, on peut pas toujours les prévoir, mais on peut les anticiper dans certains cas. On sait pertinemment qu'il y a des choses qui facilitent les fuites, c'est-à-dire les raccords à joint. Généralement, quand vous avez des raccords à joint, vous savez que vous avez à peu près dans les 80% de chances que la fuite provienne de là. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est qu'effectivement, il faut supprimer ces raccords à joint et mettre ce qu'on appelle des raccords à joint filasse, qui durent beaucoup plus longtemps dans le temps et sont beaucoup plus solides. Et ce qu'on peut anticiper, c'est faire de la prévention. Ça, c'est, on va dire, le seul acte qui peut éventuellement prévenir les futures fuites, c'est faire de la prévention. Donc faire de la prévention, bien sûr, c'est pas crapahuter tous les 4 matins sous la baignoire, sous le lavabo, sous l'évier, ou aller voir dans les coffrages
et faire l'immeuble de fond en comble tous les jours. C'est simplement avoir ce qu'on appelle un entretien régulier. Un entretien régulier, ça va être des visites, ça va être des regards, ça va être des recherches. On va regarder, on va visualiser, on va tout constater. S'il y a des choses effectivement qui nous semblent peut-être incorrectes ou qui peuvent éventuellement dans le futur poser problème, eh ben, on s'organise, on dit ce qu'il faut faire, on fait des devis pour justement supprimer tout ça. Et on va dire que c'est la seule solution pour prévoir et anticiper les fuites et minimiser les dégâts. Oui, alors bien sûr, bon, il y a aussi ce que chacun peut faire chez soi. Si on voit qu'il commence à y avoir alors il y a aussi bon le goutte à goutte. Il y a aussi ben voilà la machine à laver qui avec des tuyaux qui sont derrière, etc. Et bon bah on n'a pas la main, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et à un moment donné, ça craque. Donc c'est vrai que on peut pas tout regarder. Nous à notre niveau, c'est compliqué. Des fois c'est dans des trappes. Des fois c'est même dans nos appartements, c'est pas vraiment accessible sous les robinets, sous les éviers, etc. Donc c'est vrai qu'un professionnel sait exactement quoi vérifier, où aller, quelle trappe ouvrir, quel robinet se trouve à quel endroit, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'un spécialiste sait faire et peut faire. Alors donc si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Le chat est fait pour ça, donc n'hésitez pas à poser des questions. Puis moi, je les prendrai au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de cette présentation. Donc on a vu un petit peu bon la prévention c'est presque incontournable. Maintenant au niveau de voilà de la détection d'eau, quand vous intervenez, vous allez sur site, peut-être aussi pour faire des réparations en même temps. Comment ça se passe? Vous restez combien de temps dans l'immeuble? Est-ce que vous pouvez tout réparer tout de suite? Est-ce qu'il faut revenir plusieurs fois? Comment ça se passe? Alors, ça se passe qu'effectivement, alors on est sollicité par les syndics de copropriété, les clients, quand effectivement il y a une fuite, urgente ou pas urgente. On intervient généralement sous 24 heures. Bon, on a toujours, quand on reçoit l'appel, on analyse effectivement la situation, on analyse le besoin sur place. On sait si c'est urgent, pas urgent, ou si ça peut attendre un petit peu. Mais si c'est urgent, on arrive quand même à intervenir sous 24 heures. Notre intervention, comment se déroule-t-elle? On va arriver dans l'immeuble, on va déjà, dans un premier temps, on va faire une analyse téléphonique, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir tête en avant en disant comme ça, il faut y aller et on va essayer de chercher. Donc, on va essayer de comprendre où sont les infiltrations. Si elles sont au plafond du rez-de-chaussée, forcément, il faut aller avoir accès au premier étage. Et si c'est au plafond du premier étage, il faut avoir accès au deuxième étage. Et, enfin, on continue. C'est de recueillir le maximum d'informations justement pour que l'intervenant puisse se guider une fois sur place. On demande aussi à ce qu'on ait accès au maximum de l'eau quand on arrive sur place parce que c'est généralement, vous savez, les personnes détectent une fuite, disent « Ah ben tiens, ça coule au plafond du rez-de-chaussée, ça doit provenir du premier. » D'accord, mais est-ce qu'on a accès au premier étage? Ah ben la personne, je ne sais pas si elle est là, si elle n'est pas là. Donc généralement, nos interventions sont en adéquation avec la disponibilité des gens. S'ils sont là, très bien, on intervient et on commence les recherches. Malheureusement, s'ils ne sont pas là parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils sont à l'étranger ou pour X raisons, là, ça complique un petit peu l'intervention et ça engendre effectivement des dégâts beaucoup plus importants puisque la fuite va s'étendre et va perdurer comme ça dans le temps. Donc, une fois qu'on a recueilli le maximum d'informations, on intervient dans l'immeuble et on arrive à se diriger concrètement sur les infiltrations. Alors, il faut savoir que parfois, malheureusement, ce sont des infiltrations qui sont apparues il y a un mois, mais on a laissé tomber parce que c'était une petite tâche. Et effectivement, la tâche, elle a commencé à grossir. Et au bout d'un mois, c'est là où effectivement, ça devient, on s'en soucie. Donc, généralement, quand c'est au bout d'un mois et que la tâche, elle a grossi et elle s'est multipliée par 10, là, ça devient un peu plus embêtant.
Sur place, si on arrive effectivement à faire la recherche de fuite et à la trouver, ce qui nous arrive à peu près dans les 80% des cas, soit on peut la réparer de suite et on la répare tout de suite, soit la réparation demande beaucoup plus de temps et on va dire un minimum d'équipe. Et à ce moment-là, on passe par un devis. Et si on peut colmater, bien sûr, pour éviter que la fuite ne perdure, on la colmate. Mais généralement, dans 80% des cas, on arrive à trouver une fuite. D'accord. Alors j'ai vu que Stéphane était arrivé. Donc Stéphane, tu interviendras un petit peu après parce qu'on va faire ça en deux temps. Du coup, on s'est organisé comme ça. Donc là, je pose les questions à Fabrice et ensuite ça sera à toi de reprendre la parole derrière. Avec plaisir et désolé pour le retard. Ok, écoute, on s'organise. Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça aussi. Comme ça, on fait ça en deux temps et chacun aura son temps de parole. C'est très bien. Donc, on continue. Alors, qu'est-ce que je voulais demander, moi? Oui, alors, pour ces recherches de fuite, détection, etc., est-ce que vous avez besoin d'un matériel particulier? Est-ce qu'il y a une technologie maintenant peut-être plus innovante qui vous permet de détecter plus facilement l'origine des fuites? Voilà. Ou ça n'a pas trop évolué à ce niveau-là? C'est toujours un peu les mêmes méthodes. Voilà. Je voulais savoir un petit peu où on en était sur la recherche de fuite. Les recherches de fuite pour les entreprises de plomberie, elle n'a pas forcément trop évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les connaissances du terrain, il y a les connaissances techniques qui font qu'on arrive un petit peu à se diriger suivant ce que l'on connaît du système de plomberie et surtout des installations. Ensuite, effectivement, on a de l'outillage spécifique qui permet de rechercher des fuites sur des évacuations. Et là, c'est complètement basique. Hein. C'est de la poudre colorée qu'on va mettre dans les tuyaux d'évacuation qui va nous permettre effectivement de détecter s'il y a apparition de coloration dans les maçonneries. Donc, c'est de la poudre qui est de différentes couleurs, qu'on verse soit dans un lavabo, un évier, une baignoire. Il peut y avoir toutes sortes de coloris. Et ça, déjà, ça va nous donner une indication si jamais la fuite provient d'une évacuation. Au-delà de ça, ensuite, il y a si les installations de plomberie sont cachées, sont encastrées, sont dissimulées dans les murs, il y a ce qu'on appelle une pompe à épreuve. La pompe à épreuve, c'est un outil qui permet de mettre sous pression les alimentations, les tuyaux d'alimentation uniquement, pour justement faire gonfler la pression de ce tuyau-là et voir si par la suite, une fois qu'on a tout arrêté et qu'on a stagné la pression, voir s'il y a une baisse. S'il y a une baisse, cela signifie qu'il y a une fuite quelque part. Donc, nous, généralement, on procède comme ça. On a ces deux outils-là principalement. Et je sais qu'il existe des sociétés maintenant qu'on dit spécialisées dans les recherches de fuite non destructrices, qui sont outillées avec des organes un peu plus spécifiques et un peu plus spécialisés, avec des détections par radiologie, par fumée. Enfin, ce sont des sociétés qui sont un peu plus outillées que nous. D'accord. Et ça on a besoin peut-être de ces investigations quand c'est un peu plus complexe peut-être et que vous à votre niveau vous avez peut-être pas trouvé l'origine de la fuite, donc on va aller chercher encore un peu plus loin. Ça peut arriver que nous dans notre domaine malheureusement on n'arrive pas à trouver la source de la fuite, la source du problème. Et puis aussi, c'est le fait que malheureusement, parfois, on va dire, dans 60 ou 70% des cas, il faut casser, il faut ouvrir pour découvrir les tuyaux et que malheureusement, les gens ne sont pas forcément d'accord qu'on casse et qu'on ouvre chez eux sans qu'ils soient sûrs que l'origine provienne de chez eux. Donc voilà, coup d'arrêt. Donc ils préfèrent effectivement passer par ces entreprises-là qui essayent de leur façon à chercher des fuites sans tout casser. Et si jamais, effectivement, après, ils arrivent à détecter quelque chose, ils nous rappellent en disant, bon, ben voilà, ça vient de ça, et ben, il faut faire le devis pour réparer. Oui, effectivement, avant de tout casser, on aimerait bien être sûr que ça sert à quelque chose, hein. C'est sûr, hein, c'est pas
c'est quand même pour les habitants des nuisances à tous les niveaux, hein, donc il faut comprendre le frein un petit peu à laisser le plombier intervenir. Ça c'est un peu normal. Alors donc on a compris un petit peu comment ça marchait. Donc maintenant avec le syndic de copropriété, hein, parce que bon, on peut vous appeler un peu dans l'urgence. En général, bon bah vous êtes quand même référencé, hein, par les cabinets de syndic qui travaillent régulièrement avec vous. Donc, je pense que vous avez instauré de bonnes relations avec les syndics de copropriété, et peut-être que vous avez mis aussi en place des contrats quelque part qui font que bah il y a un entretien continu ou régulier qu'on peut appeler des contrats de maintenance pour assurer justement cette gestion régulière des fuites et de la maintenance des installations. Alors, ce qui est marrant, c'est que malheureusement, les contrats de maintenance en plomberie n'existent quasiment pas. C'est-à-dire que les copropriétaires sont réticents à faire ce type de contrat parce qu'ils partent du principe que généralement, bon, ça sert trop à rien, que bon, voilà, prendre l'entreprise de plomberie qui prend 200, 250, voire 300 euros par an pour regarder des tuyaux, bon, ça sert strictement à rien, c'est plus du vol qu'autre chose. Et pourtant, on en a proposé. Les syndics ne sont pas les seuls décideurs, bien évidemment, dans les copropriétés. Donc, c'est vraiment les copropriétaires qui décident s'ils veulent donner suite à ces contrats d'entretien. Mais les contrats d'entretien en plomberie sont excessivement rares. Et malheureusement, je dirais, c'est un peu c'est bête parce que un contrat d'entretien, si vous voulez, c'est comme un contrat de révision pour une voiture. C'est-à-dire que si le constructeur automobile vous dit bah, tous les 10 000 kilomètres, il faut aller faire la révision de votre voiture, vous y allez parce que on sait qu'une voiture, ça coûte cher, que le moteur coûte cher et que vous n'avez pas envie d'avoir de soucis ni sur la route des vacances, ni dans la vie de tous les jours. Et je dirais que tout ça, c'est par anticipation. Si vous anticipez, vous arrivez effectivement à rouler beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps. Et dans la plomberie, c'est pareil. C'est-à-dire que si on arrive à anticiper, à prévoir et à maintenir effectivement les réseaux d'eau dans un état, on va dire, potable, ben on peut continuer comme ça pendant des années sans avoir de fuites majeures qui interviennent dans les caves ou dans les parties communes. Oui, bah c'est un petit peu bon ce qu'on expliquait tout à l'heure. Hein, s'il y a autant de fuites et de problèmes dans les copropriétés, c'est aussi parce que peut-être il n'y a pas de contrat d'entretien et de visite régulière. Donc voilà, tout s'explique. Hein. Enfin, c'est pas le hasard. C'est aussi ça la difficulté de faire comprendre. Et c'est pour ça que bah nous on fait un peu de sensibilisation à ce niveau-là, parce qu'on est persuadé que bah, ça réglerait en partie peut-être tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Donc voilà, c'est simplement bah, une autre façon de voir les choses, et plutôt que d'être dans l'urgence, d'appeler voilà dans la panique le plombier qui interviendra dans les 24 heures, bah, on peut peut-être voilà se dire que bah, on a une espèce de sécurité quand même, à savoir que bon bah il y a très peu de chances qu'il se passe quelque chose parce que bah il y a eu cette visite qui a fait que bon bah on est un peu tranquille pour un moment. Bon, tout peut arriver, mais voilà, que ça a été quand même un peu supervisé. Est-ce qu'il y a, c'est vrai que bon, en tant que plombier, on fait pas forcément des statistiques sur ces interventions. Mais est-ce qu'il y a quand même des retours des copropriétés bah, qui sont contents et qui peut-être bon voilà ont l'impression d'avoir évité le pire, ou peut-être d'avoir pu réaliser quand même certaines économies sur leur charge, etc. Donc est-ce qu'il y a toujours des petites anecdotes et puis des cas un petit peu comme ça où bah, il s'est passé des choses, et bon c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui se passe tout le temps, donc on a envie d'en parler, ou voilà, ça peut être amusant aussi d'en parler. Non, alors c'est vrai que les retours qu'on a, on a mis en place avec un client qui gère des logements sociaux. On a mis en place un contrat d'entretien sur 15 de ces immeubles.
où on intervient tous les ans, justement, pour regarder et les appartements et les parties communes, pour voir si tout va bien, si tout est correct, s'il n'y a pas ne serait-ce qu'une robinetterie qui laisse passer, un robinet de machine à laver qui laisse passer, une fuite quelconque. On regarde même au niveau des douches si le carrelage ne tombe pas, s'il ne menace pas de tomber, si les joints silicone sont encore en parfait état. Donc on regarde vraiment tout dans les appartements et c'est vrai que lorsqu'on a mis ça en place il y a 5 ans, la première année c'était compliqué. La première année c'était compliqué parce qu'on partait d'une page blanche, donc il fallait tout créer. Donc les interventions qu'on faisait dans les appartements et dans les parties communes, le technicien revenait avec pas mal de choses à faire et à revoir. Mais au fil du temps, ils se sont aperçus que ça leur coûtait moins cher, de moins en moins cher, et qu'il y avait des interventions qui, par exemple, je vais dire une bêtise, mais la troisième année, ils en avaient pour 10 000 euros d'intervention sur des joints silicone, des choses à revoir, des robinetteries à remplacer. Et la quatrième année, ils étaient redescendus à la moitié, à 5 000 euros. Parce que, effectivement, c'était de la prévenance, de la prévention, de la maintenance. Donc, tout ça fait que, petit à petit, si vous mettez un contrat en place au fil des années, plus il sera dans le long terme et moins d'interventions ponctuelles vous aurez à faire. Voilà, exactement. Donc c'est le message à faire passer ce soir. Et bon, bah, j'espère que vous nous aurez entendus. Si vous avez, parce que vous êtes pas très nombreux, mais vous avez peut-être quand même des questions à poser. Oui. Je voulais peut-être mettre un petit sondage, Isabelle, pour justement Oui. savoir si les personnes ont souvent des fuites dans leur copropriété ou pas. Ah bah oui, Et un voilà. petit, Dites-nous si vous là, avez, si voilà, si vous êtes concerné. Êtes-vous concerné par les fuites dans votre copropriété? Voilà. Est-ce que vous avez une fuite en ce moment même? Voilà. Donc à ce moment-là, Fabrice peut venir vous voir. Tout à fait. Hein. Laissez votre numéro de téléphone, adresse, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous êtes embêté, vous ne savez pas quel plombier aller appeler, ben voilà, Fabrice est là. Non, il n'y a pas de problème. Alors, donc on va mettre un petit sondage. N'hésitez pas à nous mettre des petites choses dans le chat, ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions, voilà. On fait des lives aussi pour vous. Hein. On vous voit pas, on vous entend pas. Donc le seul moyen d'être en contact avec vous, c'est les échanges que vous pouvez, qu'on peut avoir en partie dans le chat. Donc montrez-nous que vous êtes là et que vous nous suivez, que vous avez peut-être aussi des choses à raconter sur ce qui s'est passé dans vos immeubles, des anecdotes aussi, c'est toujours sympa. Voilà, dites-nous ce qui se passe un peu dans vos copropriétés. Et on va faire la transition là-dessus. Donc voilà, s'il y a des questions, bien sûr, Fabrice, hein, on reviendra sur certains sujets. Et on va faire la transition avec Stéphane, hein, Stéphane Giacomoni, qui va se présenter également parce que j'avais fait une petite courte introduction, mais t'étais pas là, Stéphane, donc je suis désolée. Mais bon, voilà, tu vas pouvoir te représenter. Tu nous présentes Multimat Comptage, ce que fait l'entreprise, ta mission aussi, ton rôle. Et puis j'ai aussi préparé quelques petites questions pour toi. D'accord, ben merci. Puis désolé déjà pour mon retard. Donc je vais faire un préambule ultra rapide parce que je voulais faire une petite transition avec l'entretien de ce dont parlait à l'instant la Fabrice. Donc Multimat Comptage en 3 mots vraiment. Nous c'est donc le comptage divisionnaire dans les copropriétés. Donc c'est-à-dire qu'on va par l'individualisation des charges, donc avec l'installation des compteurs d'eau, des répartiteurs de frais de chauffage, on va répartir individuellement les charges de chaque logement. Donc, chacun paye correctement sa consommation. Alors, on installe des compteurs qui sont télérelevables, etc. On pourra un petit peu en parler tout à l'heure. Mais notre action sur les immeubles, c'est pareil, qui permettent à chacun de détecter les fuites, de payer l'eau, de faire tout ça. Et donc, on fait, nous, toute la prestation complète. Donc, on a des plombiers qui font, alors ils font pas de la plomberie pure, mais ils vont toucher au tuyau pour installer ces fameux compteurs d'eau ou de chauffage. Donc, on a une équipe siégée sur Clamart et donc on intervient principalement sur l'Île-de-France. Ensuite, on a également un bureau à Lyon, à Lille et à Bordeaux, mais donc l'activité reste dans l'Île-de-France.
Donc voilà, donc sur la partie, on va dire, préambule transition, je voulais réagir sur ce qu'a dit Fabrice, sur la partie entretien, parce que nous, on est confrontés, donc on intervient, comme je vous disais, pour poser ces fameux compteurs d'eau dans les différents logements chez tous nos copropriétaires. Et les plombiers doivent couper l'eau du logement pour installer l'appareil. Et on se retrouve souvent confronté à ça parle en plus à Fabrice qui est technicien entre guillemets, donc de couper le robinet de pied de colonne. C'est-à-dire qu'en pied de colonne, donc en bas de l'immeuble, on a un robinet qui permet de couper certaines colonnes d'eau. Et très souvent, ils sont pas étiquetés, ils sont pas manipulés. Donc, qu'est-ce qui arrive quand notre plombier a un problème dans le logement et veut le manipuler dans la cave? Et il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas été entretenu. Et ce qui est très dommage, c'est que c'est des robinets qui sont souvent récents, donc dans lesquels a investi la copropriété, mais le fait de ne pas les avoir manipulés, simplement le fait de les manipuler ou de faire une petite visite de contrôle, ils sont à remplacer. Donc les gens vont les repayer souvent 2 fois ou 3 fois, et c'est des coûts qui sont assez importants parce que parfois c'est des vannes qui sont des gros diamètres, donc qui nécessitent le travail des plombiers. Alors voilà, sans caricaturer, mais il arrive avec sa grosse pince pour couper un gros tuyau, etc. Donc tout ça coûte, parce que c'est du temps et c'est de l'argent. Et souvent, nos techniciens aussi nous disent ou le font que c'est dommage que ces vannes ne soient pas manipulées. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai besoin sur les immeubles, peut-être il faudra en parler aux clients, communiquer là-dessus pour dire peut-être qu'un petit entretien de vannes ou de manipulation de vannes ou de choses comme ça éviterait en effet des grosses interventions de plomberie, mais parfois pas facile à expliquer, peut-être. Voilà. Ok, oui, voilà. Donc ça se confirme, C'est-à-dire que toutes les entreprises qui interviennent d'une façon ou d'une autre sur les robinets, on va dire, pour faire simple, se rendent compte que sans entretien, voilà, pas sans manipulation de ces robinets, au bout d'un moment, on n'arrive plus, on n'arrive plus à les tourner, on n'arrive plus à les actionner, et donc ça demande des interventions plus lourdes et plus coûteuses. Voilà. Okay. Alors on a eu quelques petites questions entre-temps pour Fabrice. Donc Fabrice, tu peux y répondre aussi dans le chat si tu veux. Si c'est des questions. Voilà, écoute, parfait, j'ai pas eu besoin de te le dire. Alors tu peux y répondre. Je crois que c'est vraiment pour toi là jusqu'à présent. Et voilà, donc on te laisse répondre dans le chat. Alors, qu'est-ce que je voulais demander? Alors, oui, donc pour Stéphane, c'est bon, forcément. Donc on parle de d'eau, de compteur d'eau. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que souvent, voilà, on nous pose des questions sur les compteurs d'eau froide. Sur les compteurs sur l'eau chaude sanitaire. Est-ce que toi tu peux nous expliquer un petit peu, est-ce que vous intervenez sur les deux, sur l'eau froide et l'eau chaude sanitaire? Alors, nous, on intervient en effet selon comment a été construit l'immeuble, sur l'eau froide et éventuellement sur l'eau chaude. C'est-à-dire que les immeubles les immeubles sont alimentés par une compagnie des eaux, Eau de Paris quand c'est dans Paris, ou Veolia ou Suez quand c'est en banlieue, donc le fabricant d'eau froide, parce que l'eau elle arrive à température, et donc ensuite on intervient dans le logement de façon individuelle s'il faut installer un compteur d'eau froide. Et certains immeubles ont des chaudières collectives, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas chez eux le ballon ou la chaudière accrochée au mur, mais c'est fait dans la cave. C'est ce qu'on appelle une chaudière collective, et dans ce cas-là, en effet, donc la production d'eau chaude elle est faite par l'immeuble, et donc c'est un tuyau qui part de la cave et qui va arriver jusque dans chaque étage. Et là aussi, donc il y a un pour voir quelle est la quantité d'eau froide qui a été réchauffée par cette fameuse chaudière pour individualiser également la partie eau chaude. Donc, elle se fait en effet sur les deux fluides, sur le froid et également sur le chaud. Et aussi, elle peut se faire complètement sur le chauffage aussi. C'est le même principe. Donc, la chaudière qui produit qui est alimentée par du fioul ou du gaz, peu importe le fournisseur d'énergie. Et cette chaudière, elle produit du chauffage. Donc, ensuite, on individualise aussi le chauffage par, ça on en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais ça a déjà fait l'objet d'un rendez-vous copro, et ça en fera peut-être un ultérieur sur les fameux répartiteurs de frais de chauffage, qui est un des gros sujets, c'est vrai, mais il faut passer un petit peu de temps dessus. Donc,
voilà, on fait également cette prestation-là où on installe un capteur sur le radiateur qui va comptabiliser le chauffage pour le logement. Alors, on a eu plusieurs fois cette question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir nous répondre là-dessus sur les compteurs d'eau froide. On nous demande si les compteurs d'eau froide individuels sont obligatoires en copropriété. Alors, les compteurs d'eau froide sont obligatoires pour les immeubles qui sont construits depuis 2006. C'est-à-dire que tous les immeubles, vous m'entendez bien, ça va? Oui. Bah, on t'entend pas très bien en fait. Hein. C'est un peu haché. Que je voyais. Ouais, peut-être que là, tu dois c'est être mieux, plus près du j'augmentais le micro. son. Ouais, mets-toi peut-être plus près du micro, voilà. Ouais. Est-ce que c'est mieux pour vous? Oui, on va voir parce que des fois ça coupe un peu. D'accord. Vous pouvez me faire signe si ça va pas. Sur oui, l'obligation. Donc, en effet, depuis 2006, il y a une obligation dans des immeubles qui sont sortis de terre d'installer ce compteur d'eau froide. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais bon, c'est pas la majorité des immeubles, c'est vrai. Et tous les immeubles qui ont été construits avant cette date de 2006 n'ont aucune obligation d'en mettre. Donc, c'est vraiment à leur choix. Le seul compteur qui est obligatoire, c'est le compteur d'eau chaude, donc des immeubles, des chaudières collectives dont je parlais tout à l'heure, où là, ils doivent, depuis 1974, en faire installer. D'ailleurs, une grande majorité en ont déjà. D'accord. Donc ça, c'est important parce que c'est une question qui revient très souvent. Et donc il fallait qu'on voilà, elle n'a pas été encore posée, mais je pense que ça va pas tarder. Donc on y a répondu. Voilà. Alors ensuite, pour l'individualisation des compteurs d'eau en copropriété, c'est pas obligatoire, mais est-ce qu'on peut, voilà, on peut quand même peut-être imaginer mettre ça en place dans sa copropriété, et puis il y a peut-être des cas particuliers où ça peut être intéressant de le mettre en place. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? De toute façon, alors c'est vrai que maintenant, beaucoup de copropriétés sont quand même convaincus aujourd'hui de l'utilité, on va dire, de payer son compteur. Donc, c'est vrai que sur la partie individualisation, il y a le débat avait été fait il y a quelques années, mais maintenant, les gens savent voilà, que de toute façon, ils doivent installer un compteur parce que, bon, c'est une histoire d'équité de toute façon entre chacun. Chacun paye sa consommation, elle ne paye pas l'eau du voisin, etc. Donc, les règles des millièmes sont quand même de plus en plus abandonnées. Parce que chacun veut vraiment maîtriser sa facture d'eau et payer uniquement ce qu'il consomme. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait payer un petit peu moins de charges, payer en consommant moins d'eau, s'il a un compteur, c'est possible. S'il n'en a pas, c'est pas possible. Et le fait d'avoir son compteur, c'est devenu je n'ai pas une obligation morale, mais c'est vrai que c'est les copropriétés, ils vont vraiment d'elles-mêmes sur cette partie comptage, que ce soit pour l'eau ou pour le chauffage, parce qu'il y a une vraie prise de conscience depuis d'ailleurs pas mal d'années de ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est un des leviers quand on a son compteur, comme quand on a un pavillon finalement, c'est vrai qu'une copropriété raisonne différemment comme c'est collectif, mais c'est vrai que on veut pouvoir aussi agir sur notre facture individuelle d'eau. Et c'est le seul moyen. Est-ce que toi, parce que bon, c'est vrai qu'il y a une époque où ça se mettait en place à peu près systématiquement dès qu'on avait un commerce en rez-de-chaussée, quoi. Donc surtout un commerce, j'imagine un pressing ou je sais pas, ou un restaurant, même un restaurant ou un fleuriste ou qui utilise pas mal d'eau. Donc c'est vrai que ça pouvait consommer et ça pouvait poser problème à la copropriété. Est-ce que tu vois encore des cas comme ça ou ça y est, tout est réglé aujourd'hui? Alors, tout n'est pas réglé parce qu'on voit encore dans beaucoup d'immeubles des choses qui sont très bizarres et des anomalies un peu folles qui n'ont pas été réglées parce que les gens ont mis un petit peu le problème sous le tapis. Et c'est vrai que lorsque les gens regardent ou vont éplucher les charges, ils vont découvrir ces anomalies qui sont parfois flagrantes mais qui n'ont pas été décelées parce que le syndic a peu le temps d'éplucher les comptes et le conseil syndical n'a pas bien regardé
ce qu'ils payaient en eau sur l'immeuble. Donc, il y a encore en effet des anomalies, donc il y a encore du travail à faire. Mais c'est vrai que beaucoup d'immeubles s'y sont mis et se sont rendus compte. Alors, le prix de l'eau qui a énormément augmenté depuis 20-30 ans, de toute façon, vu que l'assainissement coûte de plus en plus cher, et même si sur Paris, c'est à peu près assez stable quand même, dans Paris intramuros, depuis que ça a été communalisé. Donc, les prix sont un peu plus stables. Mais sur la banlieue, où c'est encore Veolia, surtout pour parler de l'Île-de-France, qui a ce contrat-là. Donc, j'ai rien contre Veolia, hein, mais surtout pas. Mais c'est vrai que les prix on est sur des prix de l'eau qui atteignent parfois voilà, qui dépassent des choses qui sont très importantes. C'est-à-dire, pour parler clairement en chiffres, le prix d'un mètre cube dans Paris intramuros, c'est environ 3 euros le mètre cube, 3 euros, 3,50 €. Et on arrive sur certaines zones de banlieue parisienne à 6 euros, 7 euros, 8 euros le mètre cube. Donc, voilà. Il y a des vrais coûts de copropriété, ça monte très, très vite. Donc tu parlais de chiffres et de cas concrets. Est-ce que tu sais à peu près quelle est l'économie qui peut être réalisée après l'installation d'un compteur individuel? Est-ce que toi tu as quelques retours par rapport à ça sur on va dire le retour sur investissement pour la copropriété? Alors, le retour sur investissement, il y a deux choses. La partie économique va faire la copropriété. Nous, dans nos chiffres, depuis quelques années, mais on se rend compte que pour les immeubles qui n'avaient pas de compteur, donc qui est à la règle des millièmes et qui en installent, l'économie, elle va être environ entre 25 et 30% la deuxième année, et la première année, pardon. Et la deuxième année, ça va être environ 10-15%. Et la troisième année, ensuite, ça va se lisser. Donc, l'économie, elle est surtout la première année. Ça, c'est nos chiffres. L'ADEME donne plutôt les sites parce qu'ils ont leurs propres chiffres qui sont assez fiables aussi. Donne environ plutôt la première année, ils donnent environ 15%, entre 15 et 20% exactement, ils donnent. Et la deuxième année, ils donnent environ entre 5 et 10%. Donc, voilà, c'est des chiffres qui sont quand même pas très, très éloignés. Pour parler de retour sur investissement, c'est pour ça que les copropriétés peuvent calculer si elles n'en ont pas, est-ce qu'elles peuvent en installer. Il faut que le retour sur investissement se fasse sur environ 2 ans, voilà, 2 ans, 2 ans et demi maximum par rapport au coût que va avoir la copropriété pour installer son compteur et le coût de location du compteur qu'elle n'avait pas forcément avant. Donc, il ne faut pas que ça dépasse 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Sinon, c'est que c'est économiquement pas viable. Non, en tout cas. D'accord. Il y a Sandrine qui nous demande s'il faut acheter ou louer son compteur divisionnaire. Alors, sur la partie achat, il vaut mieux louer son compteur divisionnaire parce que dans le temps, finalement, on s'y retrouve. Et l'acheter devient maintenant compliqué. Alors, je m'explique. Certains immeubles, il y a longtemps, achetaient, alors ça concernait surtout les petites copropriétés, 5 lots, 10 lots, on va dire 15 lots maximum, parfois achetaient leur compteur et plusieurs fois par an ou au moins 2 fois ou 3 fois, le conseil syndical ou un membre ou un gardien se chargeait d'aller relever manuellement tous les index dans les appartements. Donc ça fonctionnait un peu sur une patte, mais sur des petits immeubles. Mais dès qu'on montait en nombre de lots, c'était devenu ingérable parce que ça faisait des tableaux Excel, etc. Donc au début, on faisait l'économie parce qu'on avait son propre compteur, on se dédouanait de la location, mais au bout de quelques années, la gestion fait qu'on s'y retrouvait pas. Le débat est un petit peu maintenant éteint parce que le législateur maintenant impose, alors c'est à partir de 2027, on n'y est pas encore, mais que tous les compteurs qui vont être installés sur les copropriétés devront être télérelevables. C'est dans 3 ans. Ce qui fait que le fait d'acheter un compteur va devenir compliqué pour les copropriétés parce que comme c'est un compteur dans lequel il y a la technologie, il va y avoir une batterie, etc., etc., vaut mieux pas acheter ce type de compteur parce qu'on risque d'aller au-devant de problèmes. Et ça va devenir compliqué d'acheter des compteurs et de les gérer soi-même. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux se reposer sur une location de compteurs que de les acheter, sachant qu'aussi les compteurs, environ tous les 15 ans, c'est bien de les remplacer. Donc, il faudrait réinvestir dans du nouveau matériel.
Donc, il vaut mieux en effet avoir ce système de location qui est plus souple et surtout, il y a la gestion derrière qui est parfois plus facile. D'accord. Donc, tu nous as parlé de la télé-relève. Donc, il y a effectivement un peu d'innovation aussi, on va dire, dans le domaine des compteurs. Est-ce que maintenant, on est assuré d'avoir une précision, une fiabilité à toute épreuve, en tout cas sur les données qui sont collectées par ces compteurs? Alors, une fiabilité à toute épreuve, alors c'est sûr que les technologies évoluent, donc c'est de plus en plus fiable, hein. C'est comme les voitures, comme tout un tas de choses. On a des voitures qui vont de plus en plus vite, qui consomment de moins en moins, etc. Donc oui, les technologies évoluent, c'est vrai, et la télé-relève en fait partie. Je parlais à l'instant des personnes qui relevaient manuellement leur compteur avec un petit papier sur un bloc-notes et qui envoyaient ça au syndic. Il en reste encore quelques-uns, hein, quelques irréductibles, voilà, qui font ça, mais c'est très, très restreint sur des micro-copropriétés, on va dire. Mais la télé-relève, en effet, elle est apparue dans beaucoup de domaines, hein, de toute façon, pas uniquement sur le domaine de l'eau, hein, mais dans les domaines aussi du gaz, de l'électricité. La télé-relève, donc finalement, c'est la récupération des données beaucoup plus régulières, permet clairement de faire des économies et permet vraiment ça. Et ça a été vraiment ça le gap technologique qui est apparu il y a quelques années, parce que les compteurs qui sont installés maintenant sont télérelevables déjà depuis un petit moment. On a les loueurs comme nous, les confrères également, ont un petit peu anticipé la chose. Et ça permet en effet de créer des services, d'avoir des alarmes pour détecter les fuites. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes dans ces nouvelles technologies-là. Et donc voilà, donc ça a beaucoup évolué également dans ce domaine-là. Un petit peu sur la partie matérielle aussi, même si ça a été très long à évoluer, il y a différents types de compteurs. Alors maintenant, on voit apparaître depuis 2-3 ans maintenant des compteurs qui s'appellent ultrasoniques. Donc c'est des compteurs sur lesquels il y a de turbines, parce que les compteurs fonctionnent avec une turbine, avec des petits rouleaux et des chiffres qui défilent. Maintenant, il y a un affichage digital et il y a des compteurs qui nécessitent plus de pièces mécaniques. Donc les compteurs ont aussi évolué et continuent à évoluer. Donc les fabricants jouent le jeu. D'accord. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein, bien sûr, hein, parce que je pense moi j'ai encore quelques questions à poser à Stéphane, mais on va certainement clôturer notre webinaire vers 18h. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser, hein, donc n'attendez pas la dernière minute pour poser vos questions. Alors. Oui, alors bon, tu as parlé de la maintenance aussi. Donc la maintenance, elle est assurée par qui? Et voilà. Et qu'est-ce qui est prévu en fait en termes de, pareil, toujours en termes de contrat d'entretien de ces compteurs? Alors, les contrats d'entretien des compteurs, on va dire tant que les compteurs fonctionnent, en général, on ne touche pas trop. Je disais tout à l'heure, ils ont une durée de vie d'environ 15 ans. Maintenant, c'est à peu près voilà ce que c'est. C'est comme tout, il y a parfois des impuretés dans les tuyaux, il y a du calcaire, il y a tout un tas de choses qui font que les compteurs, je parlais de turbines tout à l'heure, elles peuvent se bloquer. Enfin, les compteurs, c'est des pièces mécaniques quand même dans ces compteurs-là. Ils tournent et puis c'est faillible, c'est comme tout, c'est du matériel, donc il peut y avoir ça peut tomber en panne, ça peut dysfonctionner, ça peut moins bien fonctionner. Donc nous, on fait la maintenance. Ce qu'on fait, c'est que dans nos contrats, nous on assure donc une garantie totale du matériel, c'est-à-dire que quand on va voir que des compteurs se bloquent, des compteurs sont en anomalie, donc on a des reportings, on est bien sûr beaucoup par les outils maintenant informatiques. On va faire des interventions curatives ou des interventions ponctuelles dans les logements, dans les immeubles, pour finalement qu'on se rapproche de ce fameux chiffre de 100% des compteurs relevés, 100% des consommations qui sont imputées sur chaque compteur. Donc on le fait régulièrement et c'est un travail qui est fait par des personnes ici, parce qu'on appelle nous des experts analystes, voilà, qui sont des experts analystes. C'est des personnes qui vont aider le logiciel analyser s'il n'y a pas d'anomalie de consommation, de surconsommation, de sous-consommation. Donc on va avoir des alarmes, ça va ressembler à un espèce de gros tableau Excel qui va nous faire ressortir finalement les anomalies possibles et pour pouvoir intervenir dans les logements qui posent ou qui poseraient problème. Et si le compteur dysfonctionne, on va le remplacer. Ça fait complètement partie de
notre contrat. Donc, certains gardiens nous appellent pour nous le dire. Nous, on le fait avec nos outils. Ou certains syndics nous disent tiens, tel et tel logement, est-ce que vous pouvez aller le vérifier parce que Madame X nous a dit que voilà. Donc, ça fonctionne. C'est un travail entre le syndic, les gardiens et nous. On travaille tous ensemble pour et dès qu'il y a une anomalie, on essaie au plus vite, en tout cas, d'y aller pour dépanner. Ça fait partie, en tout cas, de notre contrat. Alors, il y a une petite remarque de Marie-Hélène qui nous dit c'est quoi un compteur d'eau de EC, c'est quoi? C'est eau chaude, ça doit être ça, voilà. Je pense que c'est ça. À tourner à l'envers, le copropriétaire nous a demandé un remboursement de 900 €. Voilà. Je sais pas si tu avais déjà vu ce cas de figure avant. Alors, le compteur qui tourne à l'envers. Alors, normalement, un compteur, ça ne pas tourner à l'envers. Si elle est le cas, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est que parfois, dans les réseaux d'eau, il peut se passer. Alors, peut-être Fabrice, qui est plombier, pourra faire peut-être un petit mot là-dessus, je ne sais pas, mais il peut se passer il peut y avoir ce qu'on appelle des retours d'eau dans les installations. Donc, normalement, le compteur d'eau, lui, est équipé d'une petite membrane qui s'appelle un clapet anti-retour qui évite ce type de désagrément, on va dire, et d'anomalie, parce qu'en effet, un compteur peut tourner à l'envers si toutefois il n'a pas été équipé de ce fameux clapet anti-retour. D'ailleurs, c'est une obligation maintenant de les installer. Donc, ça peut être dû à ça. Donc, ça, et ça a fait dysfonctionner le compteur. D'accord. Fabrice, rien à ajouter là-dessus? Non, alors, qu'un compteur tourne à l'envers, oui, ça peut arriver, c'est très 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 rare, mais ça peut arriver. Mais après, effectivement, qu'on demande un remboursement de 900 € parce qu'il a tourné à l'envers, ouais, 900 €, c'est quand même une belle somme. Ça veut dire qu'il a tourné à l'envers pendant pas mal de temps quand même. Donc, ouais, là, j'avoue que les compteurs qui tournent à l'envers, j'en ai pas encore vu. Ça peut m'arriver de tomber sur des compteurs qui sont bloqués, qui ne tournent plus. Ça arrive, la plupart du temps, ça arrive. Mais qui tournent à l'envers, à moins que le compteur ait été inversé, ça peut arriver. Enfin, Stéphane, dis-moi si je me trompe, mais ça peut arriver effectivement dans les anciens compteurs où parfois on les tournait pour effectivement les faire débiter à l'envers. Ça, on avait vu ça donc, aussi. Sur les très vieux compteurs, ça s'était déjà arrivé. Alors maintenant, c'est plus possible parce que ça s'est détecté immédiatement, mais ça a pu se passer il y a quelques dizaines d'années. Oui, on avait entendu parler de ça. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment vrai ou si c'est une légende urbaine ou pas, mais voilà, il y a eu. Maintenant, malheureusement, c'est pas une légende. Pour l'avoir vu de mes propres yeux, c'est vrai que sur une copropriété, je ne citerai pas le nom, mais j'ai vu des compteurs qui étaient tournés à l'envers. Enfin, certains, pas tous, mais certains compteurs étaient tournés à l'envers pour justement faire des économies d'eau. Donc, c'est pas super sympa pour toute la copropriété, en fait. Ouais, on voit de tout avec monimmeuble.com. Hein. Ne croyez pas. Hein. Tous les cas, rien n'est impossible. Hein. On aura à peu près tout eu comme type de cas de figure. On a Sandrine qui nous demande comment se fait la correction d'un index quand un tiers de la consommation d'un immeuble est imputé à un lot. Alors ça, c'est sur la répartition, je ne sais pas, peut-être. Alors, je ne comprends pas bien. Si on peut relire la question, est-ce que je la vois tu la vois, hein, c'est dans le chat, hein, Stéphane. Tu vois la question dans le chat. Hein. Tu vas dans Q&R, tu vas la voir. Voilà, j'étais dans participant. Voilà. Tout en bas, peut-être. Hein. Oui, en bas. La correction d'un index pour un tiers de la consommation d'un immeuble est imputée. Alors là, oui, je ne comprends pas bien la question, parce que corriger un index… c'est peut-être pas bien formulé. Hein, oui, c'est peut-être pas bien formulé, parce que soit en effet, chaque lot d'immeuble a un compteur d'eau et chacun paie sa consommation. Ouais. Et là, c'est un peu de la consommation. Oui, je ne comprends pas bien la question. Et si la personne a quelques secondes peut nous la respécifier un petit peu. Voilà, si Sandrine peut nous développer un peu ça, parce que là, c'est vrai que c'est pas évident. On est en compteur individuel, donc on comprend pas trop la question. Oui. Sinon, tu as une cliente là, Marie-Hélène, nous dit nous n'étions pas chez Multimat et nous passons chez Multimat en octobre. Donc voilà, je te la prends peut-être, Stéphane. Je sais pas si tu étais au courant.
Ah, mais écoutez, je ne connais pas personnellement de Marie-Hélène, mais peut-être qu'on retrouvera avec le fond de la copropriété. Voilà, donc Voilà. avec plaisir pour de voir qu'il y a des clients qui se connectent. Donc ça c'est parfait. Alors qu'est-ce que j'avais ben on va peut-être conclure. Hein. J'avais peut-être encore une ou deux petites questions. Moi j'avais mais juste bon. une question. Oui, J'avais juste, bien sûr. excuse-moi, je me permets, hein, Oui, oui. j'avais Non, juste non, une ben question à vas-y, vas-y. Stéphane. Stéphane, est-ce qu'il existe des compteurs qui se coupent automatiquement quand le débit d'eau est faible et que effectivement ça laisse penser à une robinetterie qui laisse passer ou un mécanisme? Je sais qu'il existe dans certains des électrovannes qui justement détectent un débit trop faible, laissent penser qu'il y a une fuite effectivement sur les réseaux privatifs et coupent automatiquement le débit d'eau. Oui. Alors, oui, techniquement, ça existe. En effet, il y a des électrovannes. Alors, ça se pratique surtout dans l'industrie ou les choses comme ça. Il y a en effet des électrovannes qui peuvent se couper à distance quand il y a des débits anormaux, des faits de débit, etc., etc. Donc, oui. Mais adapté sur les copropriétés, ça n'existe pas parce qu'il y a plusieurs contraintes. Il y a la contrainte déjà, on va dire, matérielle qui fait qu'il faudrait que cette électrovanne soit, pour qu'elle soit fiable et dure dans le temps, alimentée électriquement. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on imagine un fil électrique qui soit connecté à cette électrovanne. Donc, il y a cette petite contrainte de, voilà, on va dire technique ou financière, ou voilà, il y a ça. Et alors, nous, on ne pourrait pas couper l'eau parce que on ne sait pas si ce débit serait volontaire, involontaire ou pas, etc. Donc, nous, on ne pourrait pas le faire. La seule chose qu'on pourrait imaginer, c'est un particulier ou un occupant, s'il veut installer ce type de système uniquement pour son appartement, pourrait éventuellement essayer de bricoler quelque chose, mais entre le coût, la modification de plomberie, etc., etc., est-ce que ce serait vraiment adapté pour un immeuble en copropriété? Pas sûr. Alors, nous, la réponse qu'il y a aujourd'hui, c'est la télérêve, dont on parlait tout à l'heure, peut être une des réponses, même si elle ne répond pas 100% à ta question, parce qu'idéalement, il faudrait couper la fuite tout de suite. Mais s'il y a une fuite, en effet, aujourd'hui dans un appartement, la télérelève permet en effet de détecter cette fuite et d'envoyer une alarme par rapport à cette surconsommation, et qui est souvent d'ailleurs une fuite dans une chasse d'eau, qui n'est pas forcément une fuite sur le réseau. C'est plutôt en général des fuites qui sont dues à des consommations privatives, sur des lavabos, sur les chasses d'eau, sur les groupes de sécurité. Donc voilà, il n'y a pas encore de vrai système qui est peut-être que ça existera un jour, hein, mais de solutions en tout cas adaptées aux propriétés pour ça. Merci. Bon, Fabrice, la prochaine fois, tu prends ma place alors, tu co-animes avec moi. Hein. Non, je ne suis absolument pas journaliste, je suis juste un professionnel qui m'inquiète pour mon métier. Non, et puis voilà, j'ai des questions comme ça, comme effectivement sur certains immeubles, je croise des confrères, on discute, on échange, et puis ça nous permet effectivement de voir ce qui se fait, ce qui se fait pas, et les solutions que nous, professionnels, on peut apporter dans une copropriété, ce qui est tout à fait normal. Évidemment. Bon, alors le petit mot de la fin pour chacun, sachant que on va clôturer. Qu'est-ce que vous voulez dire, que vous avez oublié de dire? Quel est le message que vous voulez transmettre, ou la question qu'on vous a pas posée et vous auriez bien aimé y répondre? C'est maintenant. Bon, il n'y a pas de question proprement dit, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est plombier, à la limite, on appelle le plombier et que malheureusement, la plupart du temps, c'est parfois trop tard. Moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est la parole que je m'efforce à diffuser le plus possible, c'est de dire, prenez des contrats d'entretien, même si ça n'existe pas beaucoup, prenez-les. Faites faire les contrats d'entretien, entretenir, visiter les parties communes, surtout en cave, parce que des caves, c'est pas forcément visité tous les 4 matins. C'est important. Il y a des organes de coupure en cave qui doivent être visités, qui doivent être manœuvrés. Ça facilite beaucoup de choses et ça prévient normalement des gros problèmes dans le futur. Ok, bon, le message est passé. Stéphane, pour oui. rebondir là-dessus, finalement, donc on en revient un petit peu au préambule du sujet qui a été évoqué, c'est que c'est rigolo qu'on parle de ça ce soir, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est revenu sur la table sur pas mal de réunions commerciales
avec des collaborateurs, dont un qui est là ce soir, Florian, que je salue, que je vois, participe gentiment à cette réunion, et qui nous disait, sur la partie entretien des robinets, il y a une demande en effet des clients qui veulent aussi faire entretenir leurs robinets, alors pas forcément les gros robinets qui sont en cave, etc., mais les robinets d'arrêt qui se trouvent dans les logements. Il y a une vraie demande des gens qui disent, voilà, nous, on voudrait être assurés d'avoir un contrat complet avec un compteur qui fonctionne bien, qui tourne, etc., qui est suivi, qui m'avertit quand j'ai des fuites, et d'avoir aussi que je puisse, quand je veux couper mon logement, avoir un robinet qui fonctionne, qui est en bon état, etc. Est-ce que vous pourriez nous proposer un contrat de robinetterie individuelle pour le logement? Alors, c'est compliqué parce que c'est une organisation, il faut que le plombier passe, etc. Il faut des affiches, il faut ci, il faut ça, il faut prévenir les gens. Enfin, c'est toute une mise en, voilà, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, mais en tout cas, on voit cette demande. Donc peut-être que voilà, certains immeubles commencent à se rendre compte, pour terminer là-dessus, que finalement, les contrats d'entretien ou d'entretenir un petit peu son matériel, finalement, le petit contrat qu'on va payer, on commence à tarifer un petit peu ça, on va parler peut-être de 4 à 5 euros par an par robinet d'arrêt. On est en train d'essayer de construire des offres, et on en reparlera sûrement, j'espère bientôt. Peut-être que voilà, enfin, en tout cas, il y a des questionnements là-dessus, il y a peut-être un besoin, donc voilà. Bon, donc si le besoin est là, il faut proposer quelque chose, hein, voilà. Donc à vous de jouer maintenant, hein. C'est vous les experts, hein. Donc il faut travailler là-dessus et répondre à cette demande. Je vous remercie, hein. Voilà, c'est jamais un exercice facile, hein, d'être sur la sellette comme ça, de répondre à des tas de questions. C'est toujours un peu aussi technique. On a essayé de pas rentrer dans des considérations du jargon et de vos professions qui dépassent un petit peu les connaissances de nos copropriétaires, donc pour rester quand même dans quelque chose qu'ils connaissent. Mais en tout cas, c'était clair et concis, donc c'est parfait. Gladys, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Est-ce que tu as mis des liens? Oui, j'ai mis des liens dans le chat, donc pour le Club AMI+, pour les personnes qui veulent s'abonner. J'ai mis également le lien pour le formulaire. S'il y en a qui ont un projet, que ce soit ou même un problème de plomberie ou alors un projet de compteur d'eau ou de chauffage, voilà, il y a le lien vers ce formulaire aussi. Et puis j'ai rajouté aussi un lien qui vous permet en fait de découvrir nos guides. Donc là, je vous envoie sur les guides sur la copropriété. Mais si vous allez dans nos pages de catégorie du site, vous trouverez de nombreux guides qui vous permettent d'approfondir en fait des sujets ou même de découvrir des sujets pour ceux qui sont pas forcément au point sur tous les sujets copro. Et donc ça va être alimenté petit à petit. On n'a pas pensé, mais on aurait pu aussi mettre le lien vers les pages respectives de nos partenaires. Oui, je peux les rajouter également. On a une page où vous trouverez toute l'actualité, et puis on a fait des podcasts et des interviews aussi avec que ça soit avec Fabrice ou Stéphane dernièrement. Donc vous allez retrouver toutes ces informations. Il y a aussi des articles de fond intéressants, hein, sur des sujets. Alors on n'a pas parlé des répartiteurs de frais de chauffage, mais bon voilà, on a quand même quelques sujets qui ont été traités là-dessus, donc vous pouvez aussi vous y référer. Et puis sachez que on vous attend, hein, pour répondre à nos questionnaires, nos sondages. On va vous envoyer prochainement des petits mails. Donc voilà, on compte sur vous. On est très content que vous soyez toujours là, fidèles, et on espère que tout ce qu'on fait, tous les contenus qu'on produit, vous aident, vous accompagnent. Donc si c'est le cas, si vous êtes content, dites-le nous aussi. Ça nous fait plaisir, les retours positifs, ça nous fait plaisir. On a besoin de ça en ce moment. Comme vous le savez, l'actualité n'est pas facile, hein, elle est un peu anxiogène. Donc voilà, quand on a des retours positifs et qui nous réconfortent, qui nous soutiennent, on est content, que ça soit pour nous ou pour nos partenaires, hein, ça leur fait plaisir aussi, hein, je pense. Voilà, on en a tous besoin, hein, n'est-ce pas? Voilà. Super, merci. Voilà. Et juste pour compléter, j'ai mis mon mail dans le chat parce qu'il y a 2 questions auxquelles j'ai pas pu répondre, la de Sandrine et Anne-Marie. Donc j'ai mis mon petit mail dans le chat. Donc si toutefois elles veulent me faire un petit mail direct avec leurs 2 questions, je suis désolé, comme là ça se termine.
Elles peuvent me poser leurs questions directement, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Voilà, de toute façon, on mettra, voilà, pour tous ceux qui se sont inscrits, il y aura vos coordonnées. Si vous avez Oui. un petit support ou quoi, ben on pourra le mettre aussi, le Si joindre. vous avez une petite Voilà. présentation, même si c'était pas Présentation, une forcément plaquette. par rapport à ce soir, Voilà. mais une présentation même Je générale, t'enverrai vous un pouvez petit nous peu. l'envoyer et Voilà. ce serait parfait si vous pouvez l'envoyer demain parce qu'après le Ouf. replay part, etc. Donc voilà. Si C'est Gladys qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein. comme ça, on fait tout Voilà. partir en même temps, le replay et puis vos présentations avec. Bon, eh ben c'est parfait. Ok, Merci à tous d'avoir Merci. participé. Et puis on se revoit bientôt. Hein. Donc voilà, ce n'est qu'un au revoir, les amis. Hein. Voilà, on va se revoir bientôt de toute façon. Hein. Donc ne soyez pas tristes. Hein. Voilà, on va refaire des événements d'ici peu et on se revoit. En tout cas, vous avez toute l'actualité au quotidien dans les pages de monimmeuble.com. Ça ne changera pas et le site ne ferme pas. Donc voilà, vous pouvez consulter tout ça et vos espaces membres pendant tout l'été. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous remercie et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.